Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau jeudi de la recherche paramédicale qui est un Ma vie de chercheur. Donc, Nathalie Cordon, Lucie Chauvet, Lucie Tougeron et Emmanuel Briot vont nous présenter leur projet de recherche que je leur laisserai vous annoncer tout à l'heure. Avant de leur laisser la parole, comme d'habitude, je vais vous donner quelques informations sur le logiciel pour que vous puissiez suivre facilement le café lecture. Donc, votre participation au webinaire ne vous permet pas de prendre la parole, mais vous pouvez le suivre en fait par l'audio ordinateur ou par un appel téléphonique si la qualité de audio n'est pas bonne. Vous avez juste à cliquer sur appel téléphonique et vous aurez le numéro de téléphone qui va s'afficher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez les poser dans l'onglet questions qui est en bas de l'outil de configuration du webinaire. Ces questions, nous les relayerons à la fin de l'intervention des professionnels. Le café lecture, le Ma vie de chercheur est enregistré, il sera disponible sur YouTube. Votre prise de parole, vos autorisations d'enregistrement et diffusion de vos noms, prénoms ou tout autre données que vous partagerez par oral. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'enregistrement vidéo sur le document PDF qui est disponible dans les documents à distribuer sur l'outil GoToWebinar. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à l'équipe du CHT de Vendée. Je vous demande un petit instant pour leur passer la main. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, merci en tout cas de nous laisser la parole aujourd'hui pour évoquer nos vies de chercheurs. Donc le sujet aujourd'hui qu'on souhaitait vous présenter, c'est notre étude EPKIVA qui correspond à l'évaluation précoce de la mise en place d'un suivi psychologique et kinésithérapique pré- et post-opératoire en chirurgie vasculaire chez les patients amputés. Tout d'abord, on va se présenter. Donc moi, je suis Nathalie Cordon, donc je suis cadre de santé en chirurgie vasculaire depuis maintenant 4 ans. Donc, Emmanuel, donc je suis aide-soignante en chirurgie vasculaire depuis 8 ans. Et moi, je suis Lucie Tougeron, infirmière dans le service depuis 6 ans. Avec nous, on associe bien évidemment Lucie Chauvet qui n'a pas pu venir, pas pu être présente aujourd'hui avec nous, mais en tout cas qui a fortement participé à l'élaboration de cette présentation. Donc voilà, on pense à elle aujourd'hui. Alors, on va commencer par vous présenter un petit peu la genèse du projet de recherche. Déjà, à savoir qu'il y avait il y a un groupe de travail qui existait déjà depuis quelques années dans le service sur la prise en charge des patients amputés, avec plusieurs pistes de travail et notamment sur l'approche du patient suite à l'annonce de l'amputation. Dans le service, en 2019, on a comptabilisé 200 interventions d'amputation du membre inférieur à différents niveaux, dont 32 qui étaient au niveau transfémoral et 10 au niveau transtibial. Ces prises en charge-là, en fait, ont fait émerger plusieurs questionnements de l'équipe, notamment sur la prise en charge psychologique de ces patients, suite à déjà des situations qui avaient été vécues un peu difficilement par les professionnels. Donc c'était de façon assez régulière, avec un sentiment de prise en charge qui était plutôt incomplète, et notamment sur cette approche psychologique. Il faut savoir que dans le service, on n'a pas de temps dédié de psychologue, et quand il y avait des besoins, c'était vraiment très difficile de pouvoir solliciter une psychologue. Et puis, de par mon expérience sur mon précédent poste, j'avais été déjà un petit peu mis dans la boucle de certaines études cliniques. Donc, j'ai imaginé en fait traiter ce sujet-là par le biais d'une recherche clinique. Et puis aussi parce qu'il y avait beaucoup de retours de professionnels lors des entretiens annuels qui évoquaient une difficulté sur cette prise en charge-là.
Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe investigation de l'unité de recherche clinique qui était référente en chirurgie vasculaire et on a évoqué ce sujet-là, ce projet-là en tout cas. Et j'ai fait la proposition de cette idée au groupe de travail. Et puis, du coup, ça fait bientôt 3 ans qu'on traite ce sujet-là. On a commencé en octobre 2018 où j'ai présenté le projet aux différents membres du groupe, donc les filles ici présentes, et en lien aussi avec l'appel d'offres interne du CHD Vendée qui était paru. Donc en novembre 2018, on a commencé à rencontrer l'équipe promotion de l'unité de recherche clinique du CHD pour évoquer ce sujet-là, savoir s'il y avait vraiment une faisabilité de cette étude. Et puis on a rencontré aussi une infirmière de l'équipe douleur et le cadre de ce service. Donc cette infirmière-là, en fait, participait déjà à une étude. Donc voilà, on voulait avoir un retour professionnel, en tout cas, de l'engagement qu'il y avait sur une étude. Et puis on s'est lancé, tout le monde a été partant après beaucoup de réflexions et d'échanges, mais en tout cas tout le monde était partant et on a commencé à écrire le projet donc en janvier 2019. Donc ça a été une période assez soutenue en termes d'investissement puisque la lettre d'intention devait être déposée pour avril 2019. Donc voilà, on avait une échéance qui était quand même assez proche. Donc on a réussi à tenir les délais. Donc on a déposé la lettre en avril. On a aussi présenté le projet à l'ensemble de l'équipe de chirurgiens et l'équipe soignante lors d'une réunion de service. Et puis on a eu une validation en mai de notre lettre d'intention. Donc il fallait poursuivre l'écriture. Donc, on a continué à écrire le protocole de recherche qu'on a déposé en septembre 2019. Et là, ça a été un peu le parcours semé d'embûches, puisqu'on a eu un premier retour du conseil scientifique, donc en novembre, qui a demandé des précisions, des ajustements. Alors, des ajustements qui, dans un premier temps, on avait du mal à comprendre l'objectif, voilà, parce qu'on a été quand même confrontés, nous on l'a vécu comme ça, une vision médicale qui pour nous était un peu différente de la vision paramédicale. Voilà, mais bon, on a réussi à re-questionner l'objectif principal, mais aussi à garder le sens de ce qu'on voulait de notre étude, en tout cas. Et on a négocié un petit peu et on a réécrit et on a réussi à déposer un nouveau protocole, enfin au moins répondre aux ajustements en janvier 2020. Donc il y a une validation du budget de l'étude à ce moment-là et puis on attendait une réponse de la suite et il y a eu le Covid. Voilà, le Covid nous a un petit peu freiné dans notre engouement. Mais on a tenu bon, on a continué à travailler et on a déposé le projet de recherche. Il y a eu un premier envoi pour le comité de protection des patients en août 2020, auquel on a dû encore répondre avec quelques précisions en décembre. Voilà. Et puis en attendant la réponse, on a débuté en septembre 2020 la phase de recrutement des différents intervenants, donc c'est-à-dire psychologues et kinés. Alors les kinés, certains sont présents dans le service ponctuellement, donc c'était un petit peu plus facile, on le voyait un peu plus facile de recruter en fait des kinés. Les psychologues n'ayant pas du tout de temps dédié dans le service, là c'était un petit peu plus compliqué puisqu'il fallait du temps supplémentaire. Donc il y a eu des échanges avec la DRH et puis moi j'ai pu rencontrer le collège de psychologues du CHD pour présenter l'étude et essayer de capter en tout cas leur intérêt pour l'étude. Et donc, au final, il y a 4 psychologues qui ont accepté de participer à notre étude.
Et on arrive en avril de cette année et là, on a eu la validation de notre projet et on a pu inclure rapidement les patients dès avril 2021. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel qui va vous présenter un petit peu plus précisément notre étude et puis Lucie prendra la suite aussi. Donc, nous avons lu plusieurs articles et selon une étude de 2014, 8000 patients sont amputés d'un nombre inférieur en France, dont les 3/4 sont d'origine vasculaire. Le nombre de patients amputés va progressivement augmenter de 50% d'ici 2030 et ce chiffre va même doubler d'ici 2050. Donc, il en découle des douleurs physiques pour les 3/4 des patients amputés et un tiers souffre d'un syndrome dépressif majeur. Donc, au CHD, dans le service de chirurgie vasculaire, les patients amputés sont pris en charge par le chirurgien, les infirmières et les aides-soignants. Bien sûr, nous prodiguons des soins relationnels, mais ils restent standards et ne sont pas proportionnels à l'impact de cette chirurgie. Or, pour les patients, l'amputation est difficile à accepter et peut être vécue comme un traumatisme. De plus, il n'y a pas de prise en charge kinésithérapique au sein des services. Elle débute seulement à l'entrée en rééducation. Donc, nos lectures et notre prise en charge actuelle montrent la nécessité de collaborer avec des psychologues et de débuter une prise en charge kinésithérapique dans le service au plus près de l'intervention. Donc, la prise en charge multidisciplinaire, donc médicale, paramédicale, associant kiné et psychologue, est recommandée par la Haute Autorité de Santé. Un article de 2010 l'évoque comme étant essentiel en rééducation, mais aucune étude ne mesure son impact dans la phase aiguë, pré- et post-opératoire immédiate. Donc, d'après ces données, nous formulons une hypothèse qui est la prise en charge médicale et paramédicale en chirurgie vasculaire associée à l'intervention d'un psychologue et d'un kinésithérapeute permettrait d'amorcer favorablement la rééducation physique du patient amputé et ainsi améliorer son état émotionnel à court terme. Donc, je vais passer la parole à Lucie. Alors, suite à toutes ces lectures, on a dû définir un objectif principal qui est d'évaluer la pertinence de l'intervention d'un kiné et d'une psychologue pour la prise en charge des patients amputés en chirurgie vasculaire à 10 jours post-opératoire. Pour évaluer cet objectif, on a décidé d'utiliser une échelle, le Nottingham Health Profile, donc c'est l'échelle NHP. C'est une échelle qui contient plusieurs scores et du coup, on s'est concentré sur 2 scores qui est la mobilité et les réactions émotionnelles. Et tout cela est fait à 10 jours post-opératoire. Ensuite, on a dû définir des objectifs secondaires. Donc ça, c'est une comparaison qu'on fait entre les 2 bras de randomisation que je vais vous expliquer un peu après. Donc, comme je vous disais, l'échelle NHP, elle comporte plusieurs scores et on va évoluer les différents scores dans les différents domaines qui restaient à évaluer. Donc, la mobilité, l'isolation sociale, les réactions émotionnelles, la douleur, l'énergie et le sommeil. On va également évaluer la douleur ressentie au repos et à la mobilisation pour les patients grâce à l'échelle numérique que tout le monde connaît. On va évaluer également leur degré d'autonomie, on utilise l'index de Bartel. Et enfin, on va évaluer la durée du parcours patient, donc depuis le jour de son intervention jusqu'à sa sortie de rééducation. Et tout ça, on le fait à différents moments post-opératoires. Donc ça, je vous présente maintenant le design de l'étude. Donc c'est une étude pilote. Elle est monocentrique, donc c'est-à-dire qu'elle est faite que sur le CHD de La Roche-sur-Yon. Elle est contrôlée parce qu'on a 2 bras, dont un bras contrôle. Elle est randomisée, donc c'est un tirage au sort. Une fois que le patient peut être inclus dans l'étude, on le randomise dans l'un des 2 bras.
elle est ouverte, c'est-à-dire que le patient est informé qu'il fait partie de cette étude. Et c'est une étude prospective car elle permet de nous projeter sur l'évolution de nos pratiques professionnelles. Donc, pour réaliser cette étude, on a décidé de randomiser 40 patients, donc 20 dans le bras standard, 20 dans le bras contrôle. Et tout ça sur une période de 24 mois, pour une durée de 6 mois, soit une durée totale de 30 mois. On a dû écrire des critères d'inclusion. Alors, en plus des critères standards, réglementaires, on va dire, nous, on a fait le choix que nos patients qu'on pouvait inclure devaient avoir subi une amputation liée à l'AOMI, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, donc pas tout ce qui est amputation traumatique. Et il faut que le niveau d'amputation envisagé soit de niveau transtibial ou transfémoral chez un patient déjà amputé pour équilibrer les bras. Ensuite, il faut que le patient ait au niveau du devenir une indication de sortie en réadaptation ou en rééducation, que ce soit appareillé ou non. On a été obligé d'exclure tout ce qui était les retours en EHPAD et retours à domicile. Donc ça, c'est un peu de façon schématisée notre étude. Donc une fois que le chirurgien a posé l'indication à une amputation, on va remettre au patient la lettre d'information et lors de sa consultation d'anesthésie, on va recueillir son consentement oral, ce qui va nous permettre ensuite de randomiser les patients. Donc soit il va se retrouver dans le groupe jaune, le groupe expérimental, soit dans le groupe contrôle, le groupe bleu. Je vais vous expliquer après le parcours. Donc, une fois que la randomisation est faite, voilà, donc si on est dans le groupe contrôle, ben, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle dans le service. Donc, les patients sont pris en charge par nous, le chirurgien et l'équipe paramédicale. Et justement, dans le groupe expérimental, les gens vont pouvoir bénéficier d'une prise en charge spécifique avec notamment une consultation avec une psychologue la veille de l'intervention et à J2 et J8 post-opératoire. Et va pouvoir rencontrer le kinésithérapeute quotidiennement dès le lendemain de son intervention. Je passe du coup la parole à Nathalie Cordon pour qu'elle vous explique où nous en sommes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on a débuté les inclusions en avril 2021. Donc pour le moment, on est à 6 inclusions faites. Dont 3 dans chaque bras. Et sur ces 6 inclusions, en fait, on a fait 3 inclusions en 10 jours. Donc, c'est important de de le préciser puisque, en fait, les indications d'amputation sont très aléatoires. On peut avoir beaucoup d'amputations sur une courte période, comme on peut passer une période avec peu d'amputations ou alors des patients qui ne pourraient pas rentrer dans l'étude. Donc, ce qui nous amène à évoquer quelques difficultés, puisque les indications d'amputation chez les patients vasculaires, il y a régulièrement un caractère urgent ou semi-urgent, et ce qui est difficile pour nous, puisqu'il faut quand même une grande adaptabilité des professionnels, des intervenants, notamment des psychologues, qui interviennent la veille de l'intervention. Quand on a une indication d'amputation pour un bloc 2 jours après, il faut que les psychologues soient vraiment disponibles et ça, c'est pas si évident que ça. Mais bon, jusqu'à présent, on a toujours réussi et ça, on leur remercie pour leur disponibilité. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que chaque acteur, en fait, a un rôle essentiel pour identifier les patients incluables, c'est-à-dire que ça va de la consultation avec les secrétaires jusqu'à dans le service, puisque certains patients passent d'abord par la consultation et ont une indication d'amputation qui est programmée, mais certains sont déjà hospitalisés dans le service. Et donc là, c'est chaque soignant du service, infirmière et soignante, qui peut être amené à dire tiens, ce patient-là, il pourrait être inclus dans l'étude. On voulait aussi faire un point sur le vécu des chercheurs de chirurgie vasculaire. Alors au début de l'étude, au début du projet, en fait, il y a eu quand même quelques appréhensions quand on a évoqué ce projet.
puisque la recherche clinique, c'était quand même un domaine relativement inconnu. C'était vraiment un nouveau challenge pour nous toutes. Il y a eu des questionnements aussi sur des questionnements d'Emmanuelle, qui est soignante, un questionnement de légitimité, voilà, puisque qu'elle faisait remonter dans le cadre de sa formation, elle n'a pas eu l'occasion de faire de mémoire. Donc voilà, on a échangé et on a remotivé tout le monde, et c'était important. En tout cas, voilà, tout le monde a sa place dans ce projet-là, hein, parce que l'idée, c'est vraiment chaque acteur a une place auprès du patient, dans sa prise en charge. Donc voilà, c'était important qu'on ait infirmières et soignantes dans ce projet-là. Et puis, c'est aussi l'appréhension par rapport à l'investissement personnel et professionnel, parce que avec une notion d'engagement aussi sur la durée dans le service, est-ce que ça n'allait pas être un frein aussi sur une possible mobilité professionnelle, parce que chacune voilà, a une expérience, dans le service plus ou moins longue. Donc voilà, c'est aussi un engagement sur la durée que de s'investir dans l'étude. Et puis, quand même, il y a quelques éléments clés de la réussite que je voulais qu'on voulait aussi évoquer. C'est que ce projet-là, c'est vraiment un projet concret pour le service et le patient, parce que ça émane vraiment de questionnements de l'équipe. Et on met vraiment le patient au cœur de sa prise en charge. Donc, c'est ce qui est aussi intéressant pour nous. L'équipe de l'unité de recherche clinique aussi a été très à l'écoute et disponible, et ça, franchement, sans cette équipe-là, on aurait eu du mal à avancer aussi rapidement. Et puis là, du côté du cadre, c'est faire un planning aménagé aussi, c'est important, parce que c'est difficile de travailler sur un projet comme ça, enfin une étude avec 2-3 heures par-ci par-là, soit avant ou après le travail. Donc moi, j'ai dû détacher du temps et des journées complètes pour qu'on puisse complètement être investi dans l'écriture du projet sur une journée, et on était beaucoup plus efficace. Donc voilà, ça c'est aussi, ça peut être une difficulté, mais en tout cas c'est un élément clé de réussite. Et puis aujourd'hui, on fait quand même un bilan positif de tout ça, d'un point de vue professionnel et personnel, parce que ça crée une nouvelle dynamique, et c'est une nouvelle dimension professionnelle aussi que de s'investir dans la recherche clinique paramédicale. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là, donc c'est quand même hyper enrichissant. Et puis, pour nous, c'est une satisfaction aussi d'avoir concrétisé le projet. Alors aujourd'hui, rien n'est fini, on est dans la phase d'inclusion. Mais en tout cas, voilà, on a quand même réussi à aboutir l'écriture, et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à aussi pour la suite. Et puis, d'un point de vue du cadre, voilà, il y a quand même aussi une plus-value en termes de dynamique d'équipe, parce que, comme je vous disais, c'est un projet qui met le patient au cœur de la prise en charge. Il y a une nécessité aussi de communiquer régulièrement avec l'équipe médicale et soignante pour obtenir l'adhésion de tous, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. C'est aussi une richesse intellectuelle et professionnelle, parce que dans le cadre de la conduite de projet, autour de l'amélioration des pratiques professionnelles, là, on est en plein dedans, et puis c'est le cœur de notre actualité. Il y a un accompagnement tout au long du projet, surtout pendant les moments de doute, parce que voilà, il y en a eu. Et puis, il y a aussi beaucoup d'échanges régulièrement avec l'équipe projet de recherche clinique, voilà, et on a beaucoup appris, en tout cas d'eux. Et puis, au travers de ce projet-là, il y a vraiment une valorisation aussi de l'investissement des soignants et de leur potentiel, parce que depuis 3 ans, il y a eu énormément de travail. On a pu présenter ce projet-là à différentes instances, donc au niveau de la GHT 85, donc voilà, en commission de soins, réunion cadre sur différents établissements. On a l'opportunité de participer aussi à des formations. Alors aujourd'hui, au jeudi de la recherche paramédicale, et puis aussi on est amené aussi à regarder les vidéos des autres participants. Et puis aussi les JFRS. Alors aujourd'hui, les JFRS 2021, on va pouvoir y participer dans le cadre d'une communication
par un poster. Donc voilà, on s'investit jusqu'au bout, on en est bien content. Voilà, et pour ma part, en tout cas, c'est une satisfaction aussi de voir les professionnels évoluer et s'épanouir dans un projet qui était ambitieux au début. On voulait aussi terminer par des remerciements, parce que ce projet-là, il aurait été difficilement réalisable sans l'unité de recherche clinique du CHD et notamment Chloé Moreau et Lucie Planche, avec qui on a eu je pense qu'on a des anecdotes ensemble, on a beaucoup échangé, on a eu des moments, comme on disait auparavant, des moments de doute, mais vraiment des moments aussi de grande satisfaction. On a beaucoup appris les uns des autres, en tout cas de leur vision, eux, de l'attendu et de l'exigence de la recherche clinique. Et je pense qu'elles aussi ont appris de notre vision soignante. On voulait aussi remercier Audrey Foubert, qui était le cadre de l'unité de recherche clinique, qui a été là pour faire le lien aussi entre chaque acteur, qui a été de très très bons conseils. Et voilà, c'est vrai que c'est aussi des éléments importants. Au niveau de l'unité de recherche clinique, il y a aussi Laura qui a participé aussi à la présentation du projet, donc on n'oublie pas non plus. Et puis, en interne, il y a donc le docteur Marais, qui est notre chef de service, qui a toujours été partant pour le projet, et les chirurgiens du service aussi, qui contribuent aux inclusions des patients. Donc voilà, c'est important aussi que tout le monde adhère au projet pour que ça fonctionne. Et puis l'ensemble de l'équipe de chirurgie vasculaire qui a toujours été à l'écoute et dans la compréhension. Donc voilà, on les remercie aussi. Et puis pour terminer, c'est aussi les 4 psychologues en tout cas qui font preuve de disponibilité, et là aussi c'est certaines fois difficile, mais on y arrive toujours. Donc voilà, on les remercie également, ainsi que l'équipe. Voilà, donc on vous remercie en tout cas de votre attention. On voulait juste terminer par une citation d'Audrey Foubert, qui nous a toujours dit faut avoir l'audace de croire que c'est possible, et je trouve que ça résume bien tout ce projet-là qui au départ n'était pas gagné, et aujourd'hui on en est bien contente. Voilà, merci. Merci. Je vous remercie pour votre présentation qui était très claire, et puis pour cette dernière phrase qui résume bien la recherche, surtout la recherche en soins en fait. Donc c'est une belle conclusion. Je suis à l'écoute de vos questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à en poser sur le petit onglet par écrit, et je les relayerai par oral. Moi, j'avais quelques remarques et questions. En fait, déjà, je voulais vous remarquez, on ressent en fait dans votre présentation qu'il y a une présence de l'équipe de soutien à la recherche du CHD de Vendée qui est forte, et je voulais on entend, je crois qu'il y a une bonne équipe au CHD de Vendée, il y a un bon soutien, un accompagnement, et c'est un petit peu la clé en fait de réussite. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi important en fait de penser à aller voir en fait ces équipes, que vous soyez du CHD ou d'autres établissements, mais c'est vrai que vous avez, on ressent en fait qu'ils vous ont apporté une grande aide, et je vous remercie de ce témoignage vis-à-vis d'eux. Et aussi la petite notion que vous avez fait remarquer en fait que en tant que cadre, en fait finalement la recherche clinique peut être aussi, c'est quelque chose de difficile, mais c'est aussi un épanouissement personnel et professionnel en fait qui s'en dégage, parce qu'on apprend beaucoup, on apprend ensemble, on fait de la cohésion d'équipe, et vous l'avez très bien décrit. Voilà, je pense que c'est des notions qu'il faut partager, parce que ça aide aussi à dépasser la difficulté qu'on peut avoir quand on débute et qu'on se sent seul au milieu de la mer. Oui. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu, je ne pense pas qu'on a eu le sentiment à un moment donné d'être seul, en tout cas, parce qu'il y a toujours eu une personne qui a été en mesure de répondre ou nous encourager ou nous dire là, effectivement, faut réajuster, faut préciser. Mais on a toujours été entendu en fait dans ce qu'on voulait vraiment faire de cette recherche et la finalité qu'on voulait y apporter.
Et puis, groupe de travail, hein, enfin, voilà, on est 4 à travailler sur ce projet-là. Et voilà, on a avancé ensemble, en fait. Voilà, chacun a apporté sa pierre à l'édifice et je pense que tout le monde a trouvé sa place au fur et à mesure. Donc ça, c'est important aussi. Et moi, en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, en tant que cadre, c'est important aussi de voir chacun évoluer progressivement. Voilà, on a beaucoup échangé, on a ri, on n'a pas pleuré, mais il y a eu des moments qui étaient compliqués. Voilà, on a partagé beaucoup de choses en tout cas. Et puis l'équipe à côté du groupe aussi, il y a l'équipe qui a toujours été aussi, l'équipe de chirurgie vasculaire a toujours été à l'écoute et s'est toujours senti concernée aussi dans le projet, pour ce projet-là, même si voilà, elles ne participaient pas à l'écriture. Mais en tout cas, voilà, il y avait des questions. En avril, on a présenté une première ébauche du projet, mais il y a eu plusieurs moments où on a reprécisé voilà, où on en était dans le projet. Et ça a toujours été bien accepté et bien entendu. Et voilà, tout le monde est partant. Et voilà, c'est aussi vraiment pour le patient, on veut vraiment faire évoluer nos prises en charge dans le service. Donc, je pense que tout le monde se sent concerné aussi. Par rapport à ça, à un moment donné, vous parliez en fait de la confrontation entre la vision médicale et paramédicale, notamment quand on vous a demandé en fait de revoir votre objectif principal. C'est souvent quelque chose qui revient en fait quand on entend en fait l'écriture d'un projet paramètre, parce que comme vous le dites, il faut travailler en cohésion, il faut travailler avec tout le service pour que le projet puisse fonctionner. Et il y a des retours et une expertise en fait médicale, puisqu'il y a plus d'expérience au niveau médical que paramédical. Et des fois, on peut être contrarié en fait de voir son projet un petit peu remanié, un petit peu tourné dans un axe qui sort de l'axe de soins. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience qui vous a été demandée et puis comment est-ce que vous avez géré tout ça? Alors, disons qu'il y a eu alors, dans un premier temps, il y a eu quelques, alors, je ne sais pas si je peux dire incompréhension, mais sur notre objectif principal, on nous demandait de nous projeter à plus long terme. Et nous, on avait évoqué la qualité de vie du patient, mais ça, c'était pas entendu parce que pour eux, c'était pas quelque chose qu'on pouvait mesurer. Alors que la grille, enfin l'échelle NHP, c'est la qualité de vie de la santé. Alors, je ne sais plus exactement comment, du bien-être. Ouais. Voilà. Donc, on avait repris quand même l'idée de l'échelle, voilà, pour l'évaluation de nos critères. Donc, bon, pour ça que j'ai noté qu'on a réussi à négocier parce que je pense qu'on a trouvé un compromis quand même. Je pense que les médecins ont entendu quand même la finalité vraiment qu'on voulait apporter à notre recherche. Nous, on a aussi évolué et cheminé aussi sur ce qui était l'exigence aussi et ce qui était possible d'évaluer et d'analyser après aussi hein, sur les chiffres. Donc voilà, et puis encore une fois avec l'équipe promotion aussi, on a réussi voilà, à trouver un compromis pour pouvoir fixer les choses et partir voilà, sur quelque chose qui était faisable en tout cas et pertinent pour tout le monde. Je sais pas si oui, c'est ça. C'est vrai qu'on est un peu frustré. On s'investit longuement dans cette recherche et le fait qu'elle soit un peu toute remaniée et avoir des remarques au début, c'est un peu frustrant. Après, on comprend que c'est une autre dimension de notre métier. C'est vrai que c'est quelque chose que nous, on ne connaissait pas du tout avant de s'investir dans cette recherche-là. Et du coup, voilà, il faut aussi nous-mêmes apprivoiser en fait un peu les règles de la recherche qui n'étaient pas connues avant. En fait. Merci pour ce retour. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Puis mais des fois, c'est intéressant voilà, de se poser des questions, même si ça ne va pas dans notre sens, être un peu, voilà, se poser les vraies questions. Et
ça permet aussi ça, en fait, des fois, de se confronter au regard médical, c'est se dire, bah oui, mais pourquoi est-ce que vraiment j'ai fait ça et est-ce qu'on ne peut pas trouver un compromis? Donc, c'est super intéressant. Il y a plusieurs remarques que je voulais remarques et questions, en fait, que je voulais vous transmettre. Donc, Marc Beaumont, qui nous dit « Je suis d'accord, le cadre de santé est essentiel pour être le catalyseur de la recherche en soins, bravo. C'est un vrai projet de service et une dynamique de service valorisant pour tout le monde, encore bravo. » Donc, des félicitations de Marc Beaumont. Merci On a beaucoup. C'est vrai que Nathalie, on n'aurait pas, sans Nathalie, on n'aurait pas réussi parce que elle nous a toujours détaché du temps. C'est vrai que je pense qu'une fois qu'on a fait notre journée de travail, c'est difficile de s'investir dans les lectures, dans les recherches. Le fait qu'elle nous détache des journées entières, ça permet de s'investir vraiment sur la recherche, d'être bien disposée. Et elle nous a toujours boosté, toujours allez, on y croit, même si des fois nous on baisse un peu les bras, voilà, elle nous porte quoi. C'est vraiment c'est ça, oui. Ça fait partie du job, faut le dire. Elles sont sympas. Bonne cohésion. Anne-Charlotte Baron du CH de Cholet. Pourriez-vous repréciser la population cible? Nous avons compris que vous ciblez les patients déjà amputés et nous souhaiterions comprendre pourquoi. Merci. Du coup, c'était nous aussi, ça a été compliqué à prendre comme décision, mais c'est pour la recherche qui exige, on va dire, que chaque bras, on puisse évaluer chaque bras sur les mêmes critères. Donc, un patient qui est déjà amputé ou un patient qui ne l'est pas n'aura pas forcément les mêmes ressentis. Donc, il fallait qu'on se positionne soit sur une amputation, soit sur pas d'amputation, sachant que notre population, quand les patients arrivent pour une amputation transtibiale ou transfémorale, a déjà subi au moins l'amputation d'un, voire plusieurs orteils. Donc, il nous semblait plus judicieux pour l'inclusion des patients de choisir cette population-là, sachant que voilà, on aurait aimé aussi inclure tout le monde. Là aussi, ça fait partie du cheminement aussi. Ça fait aussi partie du cheminement de se dire, on ne peut pas proposer ces prises en charge-là à tout le monde. Donc, ça sera, on espère, au bout, quand on arrivera à obtenir du temps de psychologue officiellement. Mais c'est vrai qu'il a fallu cheminer aussi sur le fait, on ne peut pas proposer l'étude à tout le monde. Et voilà, il y a aussi l'exigence de l'analyse des données après. Mais ça fait partie aussi des étapes de construction et d'élaboration du protocole. Alors, je reviens sur la remarque de tout à l'heure, Marc Beaumont, qui rebondissait sur ce que vous avez dit, mais du coup, on a enchaîné sur la question suivante en disant à faire savoir dans tous les établissements de France et de Navarre. Je pense qu'il fait référence au fait que vous dédiez des journées pour travailler. Et effectivement, on essaye de travailler sur les réseaux pour militer pour ça, pour avoir du temps dégagé, parce qu'effectivement, travailler sur un projet de recherche en fin de journée, c'est pas efficient, on pense pas, et c'est une très belle initiative que vous avez fait, que vous avez réussi à faire, et c'est vrai que c'est chouette. C'est chouette de pouvoir avoir fait ça. Et justement, ça me relance sur une question en fait que j'ai eue quand vous avez parlé du temps psychologue. On sait très bien que les temps, psychologues comme les temps kinés d'ailleurs sont assez contraints. C'est des fois difficile en fait de dégager ces personnels-là sur de la recherche. Comment est-ce que vous avez fait? C'est du temps qui est compris dans leur temps de travail de soins quand elles participent à la recherche, ou c'est du temps financé en plus? Est-ce que vous l'avez financé dans votre projet, votre budget? Est-ce que vous les payez du coup en temps supplémentaire? Comment vous avez réussi? Alors, oui. Alors, en fait, moi, j'ai rencontré les personnes à la DRH pour savoir justement comment on pouvait financer cette partie-là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, les inclusions sont très aléatoires. On peut en avoir plusieurs en peu de temps, comme pas du tout. Donc, c'était difficile de lisser un temps de travail de psychologue ou de kiné par mois, en fait. Donc, on est parti sur un financement à l'intervention. Donc, les psychologues, en fait, tracent leur temps d'intervention. Donc, on est parti sur 3/4 d'heure pour chaque entretien.
Donc, elles le notent hein, et en fait, c'est une rémunération supplémentaire. C'est pas compris dans leur contrat de travail. C'est une rémunération supplémentaire. Alors, il me semble que c'est payé en heures supplémentaires, mais comme une intervention, voilà, pour par exemple un groupe de parole, un intervenant qui vient de l'extérieur. Donc voilà, c'est du plus. C'est intéressant de voir que c'est possible et que ça se met en place dans certains établissements. Ouais. Parce que c'est un vrai levier en fait pour les études. Beaucoup d'études sont en souffrance par rapport à ça parce que voilà, c'est des professions qui deviennent, enfin voilà, où le temps est contraint et c'est vrai que c'est difficile. Donc c'est, enfin voilà, une bonne idée de nouveau à partager. Alors il y a d'autres remarques. Anne-Charlotte Baron du CH de Cholet qui vous remercie déjà pour votre réponse. Audrey Foubert qui vous félicite, bravo les filles. Et Guillaume Chauvet également qui vous dit votre étude est très intéressante, félicitations à vous. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est essentiellement des félicitations parce que je n'ai pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, on va prendre encore quelques petites minutes. J'avais une dernière petite question. Je suis pleine de questions, mais est-ce que vous nous dites du coup comment dire, les inclusions sont très, voilà, c'est pas linéaire. Est-ce que vous prévoyez combien de temps pour finir l'étude, le temps d'inclusion vous avez une petite idée de… On est parti sur 2 ans. Oui, on est parti sur 24 mois. On a estimé cette durée-là par rapport aux inclusions, enfin pas aux inclusions, mais aux amputations qui avaient été faites en 2019. Bon, c'est vrai que 2020 a été particulier. Donc voilà, on espère qu'on puisse tenir les délais. C'est vrai qu'on est, enfin voilà, ça sera très aléatoire. Ça va être on peut avoir plusieurs amputations en même temps. On peut être 2 mois, enfin même peut-être pas maintenant, mais bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'amputations, mais il faut aussi que ça soit, ça réponde aux critères d'inclusion, notamment, faut que ce soit un patient qui ait une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Si c'est une amputation dans le cadre d'un sepsis de diabète, bon ben voilà, on peut pas, s'il n'y a pas d'artériopathie associée, on ne peut pas l'inclure, même si il rentrerait dans les autres critères. Mais voilà, donc bon, on espère tenir les délais, donc on verra. On va dire que on va être positive là encore. Super. Donc 2 ans, ça fait pour du coup, ça sera avril l'année prochaine. 2020. Voilà. 2020. Il nous reste 1 an et demi. Super. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un bon courage pour la fin des inclusions. N'hésitez pas à nous tenir informés en fait des résultats et pour les transmettre à toutes les personnes en fait de la recherche paramédicale sur le Grand Ouest. Une dernière petite remarque. Félicitations à toute l'équipe. Très belle étude de Sylvie Aprelon, du coup, qui est au CH de Chartres. Eh bien, merci bien et à très bientôt. Merci. Et donc, on se retrouve. Pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve le 2 décembre pour un café lecture. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.